Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous concerne tous, le parcours d'un contrat public. En gros, comment l'argent public se transforme en projet bien réel, ce qu'on voit tous les jours. Alors, cette question, la réponse est dans un processus super réglementé. On va suivre ensemble le cheminement de la simple idée, disons, une nouvelle école, jusqu'à sa construction bien réelle. C'est parti. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout part de là, vraiment au tout début. Pour qu'un projet public démarre, il faut deux choses. C'est aussi simple que ça. De l'argent, bien sûr, et un besoin concret à combler. Le point de départ de tout, c'est le budget. Faut pas voir ça comme une simple liste de chiffres, c'est bien plus. C'est une vraie déclaration d'intention. C'est là-dedans qu'on décide, noir sur blanc, où va aller l'argent public pour l'année qui vient. Et alors, comment on passe du besoin inscrit dans le budget à quelque chose de concret ? C'est grâce au fameux marché public. C'est l'outil, le contrat officiel, si on veut, qui met tout ça par écrit. Il garantit que le travail sera fait et que l'entreprise sera payée. C'est vraiment le pont entre l'idée et la réalité. Mais attention, on ne dépense pas l'argent public n'importe comment, Loin de là. Tout le processus est encadré par des règles très strictes. Pensez-y comme les piliers qui soutiennent tout l'édifice et qui garantissent que tout se passe bien. Et ces principes, ce ne sont pas juste des recommandations, c'est vraiment le cœur du réacteur. Le but de tout ça ? D'abord s'assurer que l'argent public est bien utilisé et ensuite que toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, aient les mêmes chances de gagner. La transparence, c'est pour éviter les petits arrangements et la concurrence, c'est pour obtenir le meilleur service au meilleur prix. Logique ? Là, on a un garde-fou absolument essentiel, la séparation des fonctions. En clair, ça veut dire que ceux qui décident à qui bonner le contrat, ceux qui vérifient le travail et ceux qui écrivent les règles, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ils doivent être indépendants. C'est crucial pour éviter les conflits d'intérêts. Et il y a une règle d'or, toute simple mais super importante. On ne commence jamais les travaux avant que tout, absolument tout, soit signé et validé. C'est une double protection. D'un côté, l'administration est sûre que tout est en règle. De l'autre, l'entreprise a la garantie qu'elle sera bien payée. Ok, maintenant, voyons comment on choisit l'entreprise. Parce que la méthode n'est pas toujours la même. Tout dépend de la taille du contrat, de son coût. Il n'y a pas une seule route, mais plusieurs chemins possibles, en fonction de l'argent en jeu. Et ce qui détermine le chemin à prendre, c'est un concept clé, le seuil de référence. Imaginez une sorte de barrière. Si le contrat est en dessous de ce montant, la procédure est plus simple. Mais s'il est au-dessus, alors là, on entre dans un parcours beaucoup plus formel, beaucoup plus strict. Alors, c'est quoi ce fameux seuil ? Il est fixé à 100 millions de francs CFA. C'est un peu le chiffre magique qui fait la différence entre ce qu'on pourrait appeler les petits contrats et les grands projets. Et évidemment, chacun a ses propres règles du jeu. Donc, pour tout ce qui est en dessous de 100 millions, le processus est progressif. Pour les tout petits contrats, moins de 10 millions, on peut faire une entente directe. Mais plus on monte en valeur, plus on introduit de la compétition. On passe d'une simple demande de devis à une compétition de plus en plus ouverte. C'est logique, plus l'enjeu est grand, plus on veut faire le bon choix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on dépasse ces fameux 100 millions ? Là, on change de dimension. On entre dans la cour des grands, la catégorie reine, l'appel d'offres. Et ça, c'est un processus bien plus lourd et bien plus rigoureux. L'appel d'offres, c'est donc la procédure standard pour les gros projets. Et attention, l'erreur classique, c'est de penser qu'on choisit juste le moins cher. Pas du tout. L'objectif, c'est de choisir la meilleure offre. On regarde le prix, évidemment, mais aussi la qualité technique, l'expérience de l'entreprise, les garanties. C'est un tout. Il faut savoir qu'il y a deux types d'appels d'offres. La différence est simple, mais elle est cruciale. L'appel d'offres national, comme son nom l'indique, est pour les entreprises du pays. L'appel d'offres international, lui, ouvre la compétition au monde entier. Pourquoi ? Imaginez qu'on veuille construire un barrage. Il faut parfois une expertise très rare qu'on ne trouve pas forcément sur place. Bon, on approche de la fin de notre parcours. L'entreprise a été choisie, maintenant il faut concrétiser tout ça. C'est l'heure de finaliser le contrat, de s'assurer que le projet va bien voir le jour et, chose importante, que l'entreprise sera payée. À ce stade, on a 3 acteurs principaux. D'un côté, l'autorité contractante, c'est le client. Ensuite, il y a eu les soumissionnaires, toutes les entreprises qui ont tenté leur chance. Et parmi eux, il y a le grand gagnant, l'attributaire, c'est lui qui va signer le contrat. Même le paiement, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est un processus en 4 étapes. D'abord, l'engagement, l'argent est mis de côté. Puis, la liquidation, on vérifie que le travail a bien été fait. Ensuite, l'ordonnancement, c'est l'ordre de payer. Et enfin, le paiement lui-même. Chaque étape est un contrôle. Et la toute dernière touche, c'est l'approbation. C'est le tampon final, la signature qui transforme le projet de contrat en un document officiel, avec une vraie valeur juridique. C'est seulement à partir de cet instant que le chantier peut démarrer, pas avant.
Donc, si on résume, on part d'une simple ligne dans un budget et on arrive à un contrat signé en bonne et due forme. Tout ce parcours, avec ses règles, ses seuils, ses acteurs, tout ça a été pensé pour garantir que l'argent public est utilisé de manière rigoureuse, juste et transparente. Ce qui nous amène à une dernière question, et elle est de taille. Sur le papier, tout ce système a l'air vraiment solide, mais dans le monde réel, est-ce que ça garantit toujours à la fois l'efficacité et l'équité? C'est une excellente question pour la suite. Merci d'avoir suivi cette explication.